Extraclasse. Bonjour et bienvenue dans cet épisode Parlons Pratique diffusé en direct sur la chaîne YouTube de Réseau Canopé. Oui, bonjour. Vous savez que nous mettons toujours un petit peu de nous-mêmes, Régis et moi, dans les épisodes Parlons Pratique. Aujourd'hui, on en met encore un peu plus que d'habitude parce que nous sommes tous les deux parents d'ados. Régis, je crois savoir que tu as une collégienne et un lycéen. C'est vrai. Chez toi. Et moi, je suis presque sortie d'affaires, mais j'ai quand même 3 filles en fin d'adolescence et début d'âge adulte, et elles ont vécu les débuts du portable au collège. Donc j'étais bien dedans. Alors on peut dire que nous sommes effectivement très concernés par le sujet de cet épisode, le rapport des ados aux réseaux sociaux et comment nous, les adultes, les éducateurs, nous pouvons les accompagner dans ce qui nous semble à première vue une véritable jungle. Et on peut le dire tout de suite, la lecture du livre de notre invité remet en question pas mal d'idées reçues et de pratiques qu'on pourrait a priori croire efficaces. Vous aussi, vous vous posez sans doute beaucoup de questions sur ce sujet, c'est le moment. Et où est-ce qu'on peut les poser déjà ? Alors sur les réseaux sociaux de Réseau Canopé, bien sûr, ils servent aussi à ça, il y en a déjà qui sont remontés. Nous allons nous faire le relais de vos questions auprès de nos 2 invités que nous allons vous présenter tout de suite. Béatrice Caméraire, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, conférencière et autrice sur des questions de société, de parentalité, d'éducation, mais aussi de vulgarisation scientifique. Vous avez écrit le livre « Nos ados sur les réseaux sociaux, même pas peur », qui va paraître à la fin du mois de mars. Et je crois que vous êtes aussi maman de quelques ados ? Oui, absolument. Moi, j'ai 5 enfants entre 10 et 20 ans. Donc ça dépend un peu comment on définit l'adolescence, mais oui, je suis très très concernée. Virginie Sassoon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe du CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, et vous avez préfacé ce même ouvrage. Vous êtes maman d'ado aussi, vous ? Alors j'ai 3 enfants, dont une ado. Merci à toutes les deux. Alors pour commencer, et en quelques mots, on aimerait vous demander à chacune, en 2 mots vraiment, qu'on pourra développer forcément dans la suite de l'émission, et peut-être en commençant par vous, Béatrice Caméraire, peut-être une grande inquiétude infondée autour de ce sujet ados et réseaux sociaux ? Moi, je crois que la plus grande, c'est quand même que les réseaux sociaux sont addictifs et aussi qu'ils contribuent à la désocialisation des jeunes. Donc voilà, ça, c'est ce qu'il va falloir discuter. On va y revenir. Et Virginie, vous, une pratique, un enjeu dont vous pensez qu'il faudrait vraiment se préoccuper et qui passe un peu sous les radars ? Un enjeu dont on parle peu, c'est les pratiques des personnes qu'on dit âgées, des seniors sur les réseaux sociaux, puisqu'ils sont nombreux à être connectés. Il y avait une fameuse enquête de Science qui avait montré que c'était les plus de 65 ans qui étaient connectés à Facebook, qui avaient vraiment participé à la désinformation, notamment au moment des élections de Trump. Donc je pense qu'on devrait s'en occuper un petit peu. Très bien. Alors il y a un sujet de tension, en tout cas à tort ou à raison, qui va faire l'objet de la première partie de cette émission. Et le sous-titre de cette première partie va tout vous dire, à cran sur le temps d'écran. Jolie la virgule, merci. Alors Béatrice Caméraire, dans le livre, vous décrivez cette situation où plusieurs parents autour de vous expliquent comment ils régulent le temps d'écran de leurs enfants sans problème et comment vous, intérieurement, vous dites que vous n'êtes pas du tout à la hauteur. Je crois que c'est une situation qu'on vit véritablement un peu tous, entre culpabilisation et panique sur ce temps d'écran. Est-ce que c'est quelque part l'arbre qui cache la forêt autour de ces questions ? Oui, en fait, le temps d'écran, ça fait partie des nombreuses questions que se posent les parents et pour lesquelles ils vont se comparer. Est-ce que ça commence quand ils sont tout petits ? Est-ce qu'il a marché à tel âge ? Est-ce qu'il parle à tel âge ? Et puis alors, quand ils arrivent à l'adolescence, et alors, est-ce qu'ils sont connectés sur les écrans ? Comment tu régules ? Est-ce que tu y arrives ? Est-ce qu'il n'y a pas de conflit ? Et donc, chacun se dit intérieurement qu'il est un mauvais parent, que l'autre est forcément meilleur, qu'ils ont forcément des solutions, qu'eux, ils n'y arrivent pas. Bon, évidemment, c'est parce qu'on ne partage peut-être pas assez entre parents les difficultés qu'on a. Et alors, on se focalise effectivement sur cette question du temps en oubliant de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils font réellement les adolescents, à quoi ça correspond ce temps exactement, et voilà. Et donc c'est tout ça qu'il faut pouvoir détricoter, parce que si on en tient, si on en reste juste au temps, en fait on comprend rien, on passe à côté de ce qui fait l'essence de ce que font les ados sur les réseaux sociaux. Ça rejoint justement une remarque que nous fait Jamel sur Facebook qui dit pronote, mail, réseaux sociaux, parfois on se trouve dans l'obligation de s'en servir. Virginie Sassoon, finalement, est-ce que nos ados ils sont pas un peu aussi obligés de s'en servir ?
Oui, bien sûr. Et pour rebondir sur ce que disait Béatrice, c'est vrai que le temps d'écran n'agit pas mécaniquement sur l'abêtissement de l'ado ou de l'enfant. Donc, c'est vraiment la question des usages et des pratiques qui doit retenir notre attention. Et effectivement, en plus, une fois qu'on passe à cette question du temps, OK, donc je vais limiter le temps. Mais là, tu es sur Pronote ou là, tu es en train de regarder une vidéo de vulgarisation ou d'un prof TikToker ou peu importe, on se rend compte à quel point c'est difficile. Donc, être préoccupé par le temps, c'est bien légitime et c'est bien normal. D'ailleurs, c'est une des principales sources de conflits, souvent dans la famille, le temps d'écran que passent les enfants ou les ados. Mais il ne faut jamais perdre de vue quels sont les usages et toute la complexité, justement, de ces usages qui rendent la tâche bien difficile. Ouais, pas tant le temps donc, que la qualité d'écran, mais est-ce qu'il y aurait, au-delà de ça, au-delà du temps, des signaux faibles à observer sur ce temps passé, la qualité passée devant ces temps d'écran, qui pourrait alerter pour quelque chose? En fait, les parents ont tendance à dire l'ado passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Ça, la plupart des spécialistes disent on peut rien en dire de ce temps-là, c'est ce que vient de dire Virginie, ce qu'on vient d'expliquer. Il faut savoir qu'est-ce qu'ils font réellement et quel sens ça a dans leur vie. Mais en revanche, si les ados passent beaucoup de temps, mais que par ailleurs ils vont pas bien, qu'ils n'ont pas d'amis, qu'ils sont exclus, qu'ils mangent pas bien, qu'ils dorment pas bien, en fait tout ce qui fait un peu alerte de manière générale sur le bien-être d'un ado, sur son équilibre et son épanouissement, c'est là qu'il faut un petit peu se poser des questions. Mais souvent, c'est pas l'écran qui est le problème, c'est simplement que l'écran, c'est un symptôme, c'est peut-être un échappatoire qu'il va trouver pour réguler les problèmes qu'il a par ailleurs. Alors, une remarque que nous a faite, quelqu'un qui nous dit « J'ai l'impression d'être coincé, le téléphone sert à tout, écouter de la musique, se réveiller le matin, regarder des films. C'est impossible de réguler le temps d'utilisation sans empêcher des usages qui sont aussi légitimes. » Et donc, ça, c'est quand même la difficulté devant laquelle on se trouve. Ça montre à nouveau que réguler le temps, c'est pas forcément le bon fil à tirer pour essayer de savoir comment les aider à grandir en fait avec tout ça, parce que vous l'avez dit, ils n'ont pas cité faire les devoirs, mais bon voilà, il y a plein d'ados qui consultent effectivement leurs devoirs qu'ils ont à faire aussi sur leur téléphone. Donc si on s'en tient juste à interdire ou même à réguler, à donner une limite stricte de temps, on passe à côté de tout ça. Et donc non, effectivement, c'est pas possible, c'est pas réalisable et aucun adulte ferait ça comme ça pour lui-même. C'est aussi une façon de répondre à beaucoup de parents qui trouvent qu'il y a une injonction paradoxale de l'institution par rapport au fait d'aller sur Pronote, d'être en permanence, à retrouver son calendrier, ses messages, etc. Et puis en même temps de dire non, attention, pas d'écran. Et téléphone interdit dans l'établissement, Virginie Sassoon, c'est logique ça? Mais il y a une logique, oui, il y a une logique, par exemple, privilégier l'usage pédagogique du téléphone, des tablettes, avoir des usages, c'est pas interdit, c'est quelque chose, je pense, qui est plutôt souhaitable. Et puis, être dans la cour de récréation, en profiter pour discuter, pour jouer, pourquoi pas. Je pense qu'après, c'est... chacun a son opinion là-dessus. On est plutôt là pour essayer, nous, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant qu'enseignants, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire grandir cette génération au mieux et grandir nous-mêmes en tant qu'adultes, parce que Béatrice le rappelle dans son livre, c'est l'enjeu aussi de la parentalité numérique, c'est de se sentir légitime, de se sentir confortable pour accompagner nos ados à traverser quelque chose que nous-mêmes on n'a pas connu en tant qu'enfant. Alors autant devant la télé, on sait dire la télé-réalité, voilà. Enfin, les programmes télé, on sait les évaluer. Autant leur pratique sur les réseaux sociaux, c'est un peu terra incognita. Donc je pense que c'est là qu'il y a un défi aussi. C'était le Club Dorothée à l'époque. On nous prédisait un avenir, sombre à cause des mangas. À chaque époque. La preuve autour de cette table. On a pas une question, une remarque qui est remontée, qui va vous parler, j'imagine, parce qu'elle me parle aussi à moi en tant que parent. Quelqu'un qui nous dit « Mon ado passe bien trop de temps sur ses jeux vidéo en ligne. Et même si je suis conscient des risques des réseaux, je ne peux pas m'empêcher de me sentir rassuré de le voir dans sa chambre, plutôt que de le savoir hors de la maison, à jouer dans la rue ou ailleurs. » Ça, c'est un des grands paradoxes, des grandes questions de la parentalité à l'ère numérique. C'est que finalement, quand on regarde les libertés de déplacement des jeunes depuis une cinquantaine d'années, ce qu'on se rend compte statistiquement, c'est qu'elle n'a pas cessé de se restreindre, en fait. Aujourd'hui, les premiers déplacements autonomes, c'est pas avant le collège, et en général, c'est quelques centaines de mètres, alors que nos parents, nos grands-parents, eux, pouvaient parcourir des distances beaucoup plus grandes en liberté. Donc ça, c'est lié à l'évolution des standards éducatifs, où les
parents aujourd'hui voient l'extérieur comme un endroit de danger, donc veulent réduire les sorties à l'extérieur. Donc forcément, on ne peut pas s'étonner que les ados investissent d'autres terrains vagues, d'autres champs de liberté que sont les réseaux sociaux. Alors c'est vrai qu'ils n'y sont pas en danger physiquement. Après, voilà, il peut y avoir d'autres catégories de difficultés, d'obstacles auxquels il faut pouvoir aussi être averti et réfléchir. Et ça, c'est une partie passionnante de ton livre, hein, aussi, où tu décris la disparition des enfants de l'espace public et à quel point aujourd'hui, effectivement, voir un enfant dans l'espace public, c'est quasiment une anomalie. Et ça nous interroge aussi voilà, sur les risques qu'on est prêt à prendre dans la continuité de ces espaces publics et en ligne. Ça rejoint quand même la question des styles de parentalité. Hein. Et est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Parce qu'on se retrouve tous plus ou moins, puis on n'est pas forcément, si on demande je crois que tu l'as fait, Régis, si on demande à son ado, lui, il n'estime pas qu'on est exactement dans le style où nous, on se voyait. Enfin bref, si vous pouvez nous en dire quelques mots. Il y a beaucoup de styles de parentalité. Je ne pense pas qu'on puisse être exhaustif, mais c'est vrai qu'on peut, évaluer sa parentalité en fonction du degré d'autonomie qu'on va accorder, en particulier à son ado. Est-ce qu'on va plutôt être dans une parentalité très contrôlante, où on va chercher à contrôler ce qui se passe, contrôler les risques, ou est-ce qu'on va plutôt être dans une parentalité de l'autonomie, où on va accompagner les risques, mais en sachant qu'il n'est pas forcément possible, d'ailleurs il n'est pas possible de tout contrôler. Et c'est vrai qu'on nous vend quand même, on nous dit quand même que pour être un bon parent, il faut contrôler, que le parent il est responsable, grosso modo, de tout ce qui va pouvoir arriver de bien ou de mal à son enfant. Ça, c'est un message qui est quand même très fortement porté par la société, de manière générale, et contre lequel il faut un petit peu résister, ne serait-ce que pour revendiquer le droit de nos enfants à s'affirmer, à faire leur expérience, et distinguer ce qui est de l'ordre du danger, et puis ce qui est de l'ordre du risque, de l'écueil, de la difficulté, qui n'est pas toujours confortable, mais qu'on peut traverser et qu'on peut accompagner. Il y a cette ligne, effectivement, tu le disais, j'ai demandé à mes ados dans quel style de parentalité ils me voyaient. Ils me voyaient plutôt comme quelqu'un de permissif, là où moi je me voyais comme accompagnant. Donc il y a aussi évidemment cet effet de point de vue qui joue, mais c'est important de se dire, et c'est ce que vous dites là, que on ne va pas se laisser soumettre à toutes les injonctions des médias autour de ces choses, de ces peurs. Il faut trouver aussi son style en adéquation avec les pratiques de ses enfants et de comment nous on voit les choses en tant que parents. C'est un peu ça. Je dis parents ou éducateurs d'une manière générale. Oui, je pense qu'il faut être au clair avec ses valeurs, être au clair avec ce qu'on a envie de transmettre, et que si on a des inquiétudes, s'il y a des choses qui nous sont difficiles, on peut en discuter avec son ado. En fait, il faut sortir de cette idée que le parent est absolument sur un piédestal. Non, on peut partager ses inquiétudes avec son ado. Si on lui dit ça, tu sais, je le sens pas trop, ça me préoccupe. J'ai entendu parler de telle ou telle pratique. Est-ce que tu y as déjà été confronté? Est-ce que tu en as entendu parler? Voilà, un des messages que moi j'essaie de faire passer dans mes écrits en général et dans ce livre en particulier, c'est qu'il faut pouvoir renouer le dialogue avec les ados, qu'il faut pouvoir un peu briser cette glace et en tant que parent, assumer qu'on puisse avoir des peurs, mais pas rester un petit peu cristallisé là-dedans, accepter aussi de les dépasser dans le dialogue. Alors Mika, justement, dit l'argument interdiction du téléphone portable ne suffit plus, ce constat posé. Comment accompagner famille et élèves dans une utilisation raisonnable, raisonnée et éclairée des réseaux sociaux? Donc je pense que là, c'est un enseignant ou une enseignante qui se positionne par rapport à cette question-là. Quel partenaire extérieur à notre disposition? Alors c'est une question qui peut s'adresser à vous deux. Virginie. Alors des partenaires extérieurs, il y en a beaucoup. Il y a toutes les associations, il y a aussi tous les centres de formation, que ce soit là où on est, Réseau Canopé, le CLIMI, le Centre pour l'éducation aux médias. Et puis je ne vais pas citer toute la liste parce que ça serait un petit peu, on pourrait envoyer peut-être des références après à la personne qui a posé la question. Je pense que si on cherche, on trouve des partenaires pour se former, pour s'informer. La chose la plus importante, je pense, c'est se lancer dans une dynamique peut-être de projet avec une curiosité qui permet aussi de se rendre compte que les réseaux sociaux, ils sont aussi là, ils peuvent être là au service d'un projet éducatif, culturel, qui fait du lien, qui fait du sens et qui permet justement de découvrir dans le cadre scolaire d'autres usages que ceux qui sont prescrits un peu par l'industrie. Et après, pour revenir sur la question de la peur, je pense que c'est aussi difficile de ne pas avoir peur en tant que parent. Et cette peur, il faut l'entendre. Et on ne peut pas juger les parents qui ont peur. Et c'est aussi pour ça que que cet ouvrage... Il est audacieux et il est aussi un petit peu provocateur, mais au bon sens du terme, parce que de dire même pas peur aujourd'hui,
c'est quand même, voilà, je dirais presque même un cri de ralliement qu'on a eu envie de pousser et qui est important et qui dit pas que la peur, elle est pas légitime, parce que effectivement, quand on voit, effectivement les discours des réseaux sociaux, mais aussi ce que l'industrie numérique nous propose, je pense notamment à l'épisode de Black Mirror Archangel où il y a la possibilité de mettre une puce dans le cerveau de son enfant pour le protéger de toutes les violences qu'il va pouvoir vivre, mais en fait on se rend compte aussi que Black Mirror, il y a plein de choses qui sont là en germe, etc. Donc voilà, cette peur-là aussi, elle est assez inévitable. Donc c'est comment apprendre à y résister, le vrai sujet. Alors, on s'inquiète. On entend qu'on ne s'inquiète pas trop du temps d'écran, en tout cas pas sous cette forme-là. Alors maintenant, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, on trouve de l'humour, de l'information, des tutos, maquillage, bricolage, de la danse, aussi pas mal de grand n'importe quoi, on peut dire. Est-ce qu'il faut filtrer ? Si oui, comment ? Est-ce que nos ados sont aussi influençables qu'on le pense ? On en parle dans la partie 2 de notre épisode « Esprit critique, es-tu là ?» Alors j'ai lu là tout récemment un article de Sophie GL qui parle d'un chaos informationnel sur les réseaux sociaux qui est plutôt alarmiste dans son propos. Enfin, elle le modère, mais elle est quand même plutôt alarmiste. Est-ce que vous reprendriez ce terme à votre compte, Béatrice Kammerer ? Moi, je reprends rarement les termes très alarmistes parce que je préfère des termes plus descriptifs. Mais c'est vrai qu'effectivement, on est face à énormément d'informations et qui ne sont plus présentées aux jeunes, aux adolescents, aux spectateurs par le filtre des médias. Ils ne passent plus par ce filtre des médias ou par d'autres filtres organisationnels dans la société qui permettent de dire, de les contextualiser en fait. Là, il nous arrive beaucoup plus brut, beaucoup plus mélangé et effectivement, se pose la question de savoir comment on outille les jeunes et les moins jeunes pour pouvoir s'y retrouver. Ça, c'est un vrai enjeu, c'est une vraie réalité. Si on parle de ces pratiques informationnelles, on peut se dire par rapport à leurs aînés, nous ou d'autres, on avait beaucoup moins d'accès à tout type de médias, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Est-ce que ça veut dire qu'on s'informait mieux ? Est-ce qu'il y a aussi une notion de quantité ? Forcément, s'il y a plein de réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations. C'est dur à trier, mais c'est quand même de l'information pour les ados, peut-être, Virginie. Il y avait peut-être moins de fatigue informationnelle. Ça, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Et je pense que ce que produisent les téléphones portables, les tablettes, même l'usage qu'on a des ordinateurs, c'est qu'on est sans cesse informé. Donc, ça crée un phénomène d'usure, de fatigue et donc des stratégies d'évitement, de contournement. Et c'est comment redonner le goût de l'information, parce que les enquêtes le montrent. En fait, les jeunes, les adolescents s'intéressent à l'actualité. Alors, c'est pas forcément... c'est leur actualité, leur centre d'intérêt. Mais je crois que c'est plutôt comment on devient acteur de son destin informationnel. Enfin, ça fait un peu grandiloquent dit comme ça, mais enfin, c'est-à-dire comment on choisit des médias, des sources d'information qui nous font du bien, qui nous informent, tout en restant dans le collectif. Parce que si on commence à ne s'informer que sur ce qui nous intéresse, ça commence à devenir compliqué. Je pense que la différence, en fait, c'est qu'avant, jadis, nous regardions le journal télévisé, toute la famille était réunie. Il y a plein de gens, d'ailleurs, qu'on rencontre qui étaient... C'est pas sûr, ça, d'ailleurs. Non, c'est pas sûr, mais il y a des gens qui ont maintenant une nostalgie, alors qu'à l'époque, c'était très critiquable. Genre, oui, bon, on est tous derrière Et maintenant, il y a des gens qui regrettent, en fait, ce moment-là où on était tous réunis. Et je crois que c'est ça, c'est comment on crée dans la famille, même dans la société, des moments collectifs autour de ce qui est en train de se passer, de l'actualité. On a une remarque un peu rigolote, mais je pense qu'il va apporter des éléments sur lesquels vous allez pouvoir apporter des éléments. Mon ado de 16 ans consulte des vidéos à base d'Illuminati, d'aliens ou de thèses platistes. Dois-je m'inquiéter ? Béatrice Kammerer. En fait, la question, c'est comment ils les considèrent. Parce que c'est toujours le même problème. Le problème, c'est pas qu'ils regardent ou qu'ils regardent pas. Nous-mêmes, on a déjà consulté des sites avec lesquels on n'était pas forcément en accord. Des fois, c'est parce qu'on trouvait ça marrant. On avait envie de savoir qu'est-ce que pensent ces gens-là qui nous paraissent si étranges. Bref, on les a pas forcément pris au sérieux. Donc, c'est pas parce qu'un ado regarde des vidéos d'Illuminati qu'il croit aux Illuminati. Et c'est pour ça que c'est très important et très intéressant d'aller en discuter avec lui. Surtout quand on est inquiet à nouveau, parce que c'est ça qu'il faut découvrir, c'est en fait comment il considère, est-ce qu'il a compris comment il fallait considérer cette information-là, est-ce qu'il en a pris la mesure, est-ce qu'il a pris du recul, ou est-ce qu'au contraire il adhère complètement, et là peut-être effectivement il y a besoin de compléments d'information. Parce que c'est souvent ce qu'on voit dans les médias, c'est-à-dire on nous affiche 38% des ados
croient que la Terre est plate. C'est des raccourcis exactement alarmistes. Oui, tout à fait. C'est des raccourcis alarmistes qui ne s'intéressent pas, encore une fois, en fait, ils considèrent les jeunes comme des sortes de récepteurs parfaitement passifs. On les expose à une information, ils la reçoivent, ils se l'approprient et immédiatement, ils deviennent des sortes de petits zombies de cette information. Mais évidemment que non, les jeunes ne sont pas comme ça, personne n'est comme ça. Nous ne sommes pas des récepteurs passifs. L'information, d'abord, voilà, on en fait quelque chose, on l'interprète et parfois, on n'en fait pas toujours ce que l'émetteur a prévu qu'on en fasse. Donc, évidemment, il faut aller au-delà de ces idées reçues qui, en plus, entretiennent une vision très, très négative de la jeunesse qui est très loin de la réalité. C'est l'image de la seringue hypodermique qu'on injecterait l'information ou la désinformation. Mais c'est tout l'objectif aussi de l'éducation média à l'information que d'avoir cet esprit aussi alerte et critique face à l'info. C'est ce que j'allais vous dire, Virginie, c'est que c'est quand même tout un process qu'il faut avoir par rapport à l'information, alors qu'on a peut-être naturellement, je ne sais pas, mais qu'en tout cas, on peut construire. Et la question, c'est quoi le rôle de l'école et des enseignants là-dedans ? Il est majeur parce que les parents, et on le voit, sont rares à faire de l'éducation aux médias, à l'information les week-ends, sauf mes collègues du Clémy, que je salue au passage. Mais donc le rôle de l'école, c'est justement aussi de jouer sur cette notion de justice sociale, d'équité sociale, puisque tous les enfants ne grandissent pas dans les mêmes univers avec les mêmes chances au départ. Et donc le rôle de l'éducation aux médias, à l'information, c'est de participer aussi à plus d'égalité face à la capacité qu'on a de s'informer, donc c'est-à-dire savoir chercher, savoir vérifier, savoir publier sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est absolument indispensable pour exercer sa citoyenneté, donc c'est à cet endroit-là que ça se joue, et c'est aussi pour ça que c'est absolument indispensable que les enseignants soient formés pour qu'ils puissent aussi le mettre en place dans leur classe, parce qu'il y a un enjeu de formation aussi des enseignants qui est absolument crucial. Une question un peu fondamentale, en tout cas qu'on interroge les enseignants, un curseur à placer. On parle de fact-checking, de toujours vérifier ces informations, des choses qu'on ne fait pas forcément nous en tant qu'adultes, puisque voilà, on se dit qu'on consulte les bonnes sources par nature ou par expérience. Mais ce curseur où on leur demande de ne pas croire à tout ce qu'ils voient, de faire du fact-checking, et du coup parfois de douter un peu de tout. Et face à cette posture d'ado un peu rebelle qui mettrait tout en doute, voilà, un ado qui affirmerait la Terre est plate, comment l'éducateur, l'enseignant doit se positionner ? Ce curseur, il va le placer où ? Ça justement, ça fait partie des gros points de vigilance qu'il faut souligner vraiment sur ces questions-là. C'est que pendant tout un temps, en fait, quand on a vu un petit peu se multiplier les sources d'informations en ligne, on s'est dit attention, il faut absolument alerter les adolescents, leur montrer tout ce qu'il pouvait y avoir de problématiques, de faux, de fallacieux sur les réseaux sociaux. Et ce faisant, comme vous l'avez bien souligné, on les a un petit peu encouragés à douter de tout, à dire qu'il fallait tout vérifier, etc. Moi, ça fait partie des messages, encore une fois, qu'il faut absolument diffuser. C'est pas le rôle des citoyens, c'est pas le rôle des jeunes de tout vérifier. C'est le travail, c'est la compétence des journalistes. Et il est hors de question c'est leur devoir, c'est leur responsabilité. Donc dire à un jeune, tu dois vérifier, oui, il peut vérifier la date, d'accord, de publication, il peut vérifier où est-ce que ça a été publié, c'est quoi ce journal, tiens, est-ce que je peux aller regarder sur Wikipédia un petit peu quelle est la ligne éditoriale, ça c'est très intéressant, mais il est hors de question d'aller vérifier, de remonter à la source, d'aller voir est-ce que cette information, la personne qui a dit qu'elle avait dit, elle a vraiment dit, non, ça c'est pas possible, c'est pas raisonnable, et en plus ça entretient vraiment les jeunes dans cette image très sombre du monde, qui leur laisse entendre que sur Internet, grosso modo, il n'y a que des mensonges, ce qui est évidemment pas le cas. Au contraire, il faut pouvoir leur montrer tout ce qui se fait de bien, toutes les bonnes enquêtes, toutes les bonnes pratiques, parce que ça, c'est renforçant et ça leur donne de la confiance en eux. Et l'éducation aux médias, ça permet aussi de rentrer dans la pratique, c'est-à-dire à partir du moment, à travers un média scolaire ou à travers un projet, soit on rencontre des journalistes, on les accompagne dans les coulisses de l'information, soit on devient producteur soi-même de l'information, et ça c'est possible dès le premier degré, des très très jeunes. Dès qu'on est lecteur, et même avant même d'être lecteur, on peut faire de la radio très, 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 très jeune. Et ça permet aussi d'exercer un autre regard à partir du moment où soi-même on a produit de l'info, mais on n'évalue plus l'info qu'on nous propose aussi de la même manière.
On a changé un petit peu d'ailleurs d'attitude par rapport à ça, parce qu'à un moment donné, on était plutôt sur créer des fake news pour voir comment c'était fait. On n'est plus là-dessus maintenant. On est un peu revenu aussi de ces approches. On se rend compte qu'en fait, le plus important, et moi je me rappelle, j'avais fait une visite de l'exposition Fake News, Art Fiction, Mensonge à la Fondation EDF avec un groupe d'élèves de 3e. Et la guide d'exposition leur demande, alors qu'est-ce qu'une fake news? Alors là, mille et une nuances du faux. Tout le monde savait définir ces fameuses fake news qui en fait sont aussi très, très diversifiées. Qu'est-ce qu'une info? Silence. Et donc là, c'est une anecdote, mais en fait qui raconte aussi la difficulté parfois qu'on a à se dire mais qu'est-ce qu'une information fiable? Et ça, c'est quand même les fondamentaux de l'éducation média à l'information. Et une fois qu'on a ça, et c'est vrai que c'est facilitant de l'avoir expérimenté soi-même, on a fait 80% du chemin, je dirais. Une remarque un peu longue, mais elle vaut la peine d'être lue en entier, de vous préparer à apporter des réponses. À chaque nouvelle angoisse de la société, les profs sont mis en première ligne, entre bouclier préventif et dernier rempart, appelés à y répondre, parfois accusés de ne pas faire le travail. On en a parlé, fake news, cyberharcèlement, réseaux sociaux, identité numérique, et j'en passe, je lis ce qu'il y a écrit. Est-ce que vous auriez des outils concrets à proposer aux profs, là tout de suite, si on vous demandait une ressource pour un prof qui se sentirait un peu perdu sur ces sujets-là? Peut-être Virginie Sassoon, en commençant par vous. Je vois sourire. Une ressource, le site du Clémy. Voilà. C'est dit. Alors, ressources, oui, effectivement. Mais moi, je pense que ce qu'il y a dans cette remarque, c'est pas simplement la recherche de ressources. J'ai envie de dire que c'est la manière dont on pense dans la société, l'accompagnement des adolescents. Parce que ce que souligne cet enseignant, on est tout seul, on est en première ligne, on nous accuse, on attend de nous. Les parents le ressentent aussi à leur manière. Alors, pas tout à fait sur les mêmes choses, parce que les attentes ne sont pas tout à fait les mêmes, mais cette idée de surresponsabilisation, il faut pouvoir répondre à tout, endiguer tous les problèmes avant même qu'ils se soient posés, c'est aussi... Donc moi, j'ai l'impression que ce que ça appelle, cette remarque, c'est aussi une réflexion sur la communauté éducative. C'est comment est-ce que parents, professionnels, institutions, partenaires, on crée cette alliance où chacun reconnaît ce que l'autre peut apporter, la richesse, l'expertise, l'importance, mais on est alliés pour effectivement permettre aux ados de grandir sereinement. Alors nous sommes les parents de la première génération de jeunes qui ont grandi avec les réseaux sociaux, elle le disait un petit peu Hélène tout à l'heure. On va se demander ce que ça représente à la fois du côté des risques, qui sont beaucoup mis en avant, vous le disiez Béatrice, en entrée d'émission, mais aussi des opportunités. On va voir qu'elles sont bien plus nombreuses que ce qu'on imagine. Direction la troisième partie de l'émission qu'on a appelée Grandir connecté. Alors, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, ce terme de grandir avec les réseaux sociaux, et en quoi c'est différent des générations d'avant, ou pas d'ailleurs? Béatrice, peut-être. Alors, c'est pas toujours facile de rendre compte de ce qui a changé, de ce qui n'a pas changé. C'est une question qu'on se pose beaucoup, et parfois on a l'impression que les choses ont beaucoup changé, on se rend compte qu'elles se sont un petit peu reconfigurées. Ce qu'on peut dire, en tout cas ce que les sociologues qui vont travailler sur la question s'accordent un peu à dire, c'est que la principale évolution dans les relations sociales, c'est qu'avant, en fait, on allait, pour rencontrer des gens, on allait dans des lieux qui étaient un peu dédiés à ces rencontres sociales. Ça peut être l'agora du village, la place du marché, l'église, j'en passe, mais c'était des lieux de socialisation, le bar du coin. Aujourd'hui, par les réseaux sociaux, on a la possibilité d'être en lien quasiment en permanence, jour et nuit si on le souhaite, même si ce n'est pas forcément souhaitable, c'est possible, sans interruption, sans qu'il y ait des temps comme ça qui scandent la vie sociale des gens. Donc évidemment, pour les jeunes, l'école était un lieu de socialisation, puis on se disait au revoir le soir et on se retrouvait le lendemain matin. Donc ça, c'est quelque chose qui a véritablement changé, plus que la nature finalement des relations sociales entre les gens. Et alors, qu'est-ce que ça... On va parler des opportunités peut-être dans un deuxième temps, mais déjà, est-ce que ça représente un risque, le fait de ne jamais se quitter finalement ? Il y a du bon et du moins bon. Quand on se quitte jamais, on n'a pas le temps forcément de revenir sur ce qui s'est bien ou pas bien passé. Donc quand on est en conflit, par exemple, de jamais se quitter, ça peut envenimer un petit peu plus le conflit, alors que parfois, on dort une nuit dessus, puis le lendemain, on est un petit peu plus calme. Donc évidemment, il n'y a pas que du positif. Mais d'un autre côté, avoir ses amis toujours dans sa poche, quand on a un petit coup de blues, ça peut être sympa, ça peut être soutenant. Je pense que tous les ados qui ont
pas grandi, donc les ados qui ont grandi, nous, on peut se souvenir de comment c'était quand on était jeune. Parfois, le soir, dans notre chambre tout seul, c'était pas très drôle. Peut-être qu'on aurait aimé avoir ce petit joker pour dire hey, ce soir, j'ai pas le moral, mais est-ce que tu peux me dire un truc sympa, quoi. Le téléphone fixe. Oui, avec le long cordon enroulé, là. Les parents qui grondent à la fin du mois à cause de la note. Combien sommes-nous à payer de notre argent de poche les notes téléphoniques? Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, il faut regarder La Boum, je crois. Alors, pour continuer à tirer ce fil, vous battez en brèche une idée. On a cette idée que les réseaux sociaux, finalement, ils suivent les ados à toutes les heures du jour et de la nuit. Sur le cyberharcèlement, notamment, on entend ça, que c'est bien plus grave qu'avant parce que, justement, ça ne s'arrête jamais. Et je trouve intéressant, dans le livre, parmi plein d'autres choses, vous battez en brèche cette idée-là. Alors, le cyberharcèlement, c'est une grosse question. Ça inquiète énormément les parents. C'est évident, on n'a pas envie que les enfants soient en danger. En plus, on a régulièrement quand même des situations très très graves qui sont médiatisées, des jeunes qui vont jusque faire des tentatives de suicide qui malheureusement parfois aboutissent. Donc c'est normal que les parents soient très inquiets. Il y a pas mal de travaux scientifiques qui essayent de savoir est-ce que le cyberharcèlement c'est plus dangereux, c'est moins dangereux que le harcèlement en face à face, le harcèlement classique, parce qu'évidemment le harcèlement n'a pas attendu, le harcèlement scolaire n'a pas attendu les réseaux sociaux pour exister. On a tous des souvenirs nous-mêmes à l'école et ceux qui nous ont précédés également. Donc c'est quand même quelque chose de beaucoup plus large. Et là-dessus, on a fait des hypothèses. Au début, effectivement, vous l'avez souligné, l'idée que ça ne s'arrête jamais, on s'est dit ça va peut-être rendre les choses plus graves parce que même la nuit, le jeune va recevoir des messages insultants, injurieux et vraiment difficiles à recevoir. L'autre hypothèse qui avait été faite, c'est que peut-être le fait qu'il y ait un écran, l'intermédiaire d'un écran, ça allait rendre les propos plus agressifs, ça allait, d'une certaine manière, l'auteur allait moins mesurer les conséquences de son acte, donc ça allait plus le désinhiber et accroître la violence. Puis il y a l'effet de nombre, on sait que sur les réseaux sociaux, un message peut faire boule de neige, se répandre extrêmement vite. Donc tout ça indiquait plutôt un risque de danger supérieur. Après, quand on regarde concrètement sur les études qui ont suivi en fait les jeunes victimes de cyberharcèlement et harcèlement, comment ils se sont intéressés à savoir comment est-ce qu'ils allaient 1 an après, 2 ans après, ils se sont rendus compte que les jeunes qui avaient été seulement cyberharcelés, c'est-à-dire jamais harcelés en plus en face à face, allaient plutôt mieux que ceux qui avaient subi du harcèlement en face à face. Aussi pour une raison simple, c'est que chez les jeunes, les deux sont généralement liés. C'est-à-dire que chez les adultes, on peut subir une espèce de campagne de harcèlement, de meute sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, on va interagir avec beaucoup de gens qu'on ne connaît pas. Ce qui n'est pas vraiment le cas des jeunes, où ils interagissent surtout avec leurs amis du collège, du lycée. Et donc, les deux sont liés et c'est ça qui explique que le cyberharcèlement seul n'est pas forcément aussi grave que ce qu'on avait pu l'imaginer. Je reviens là sur ce que vous dites. C'est une chose qui est vraiment intéressante dans votre ouvrage, c'est que ce ne sont pas des opinions ou des choses. C'est vraiment, à chaque fois, vous citez énormément de sources scientifiques, d'études. À chaque fois, c'est vraiment très étayé. Et ça remet quand même pas mal en question, justement, tout ce qui circule comme idée reçue ou même comme impression qu'on peut avoir comme représentation. Autre sujet peut-être un peu à double tranchant et autre grosse crainte aussi, c'est tout ce qui concerne la pornographie, l'éducation à la sexualité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette ambivalence en fait, de ce que font les réseaux sociaux par rapport à ce sujet-là ? Alors, sur la question de la pornographie, d'abord, la première chose que je pourrais dire, le premier conseil, finalement, que je pourrais donner, c'est d'aller lire, encore une fois, les chercheurs, les scientifiques qui ont vraiment travaillé sur la question. Parce que sur ce sujet-là, c'est un sujet épidermique. Donc, dès qu'on commence à parler de ce sujet-là, on voit débarquer tout un tas d'angoisses, de panique morale, sociale. On a peur que les adolescents aient des pratiques sexuelles plus précoces. On a peur que leurs pratiques sexuelles soient manipulées. On a tout un tas de catégories d'angoisse. Il faut retourner aux recherches scientifiques. Et que nous disent ces recherches ? D'abord qu'il faut différencier strictement les expositions involontaires au porno des expositions volontaires. C'est-à-dire un enfant qui, à 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, va voir surgir un pop-up publicitaire avec des images pornographiques. Là, ça va venir faire effraction dans son... Voilà, il n'était pas du tout venu pour faire ça. Lui, il voulait regarder peut-être une vidéo anodine ou consulter un site qui n'avait rien à voir à ça. Et donc là,
là où il y a de la violence, et il faut pouvoir en parler, comme toutes les images qui peuvent choquer, dire à son enfant, si tu tombes sur quelque chose qui te choque, que ce soit pornographique ou non d'ailleurs, il faut pouvoir en parler. Mais ça, c'est complètement différent des expositions volontaires, c'est-à-dire des ados qui cherchent des contenus, soit parce qu'ils sont curieux, soit parce qu'ils ont envie de ressentir des émotions sexuelles, mais en tout cas qui volontairement vont chercher ces contenus-là. Où là, en fait, le risque de traumatisme, il est évidemment pas du tout le même, puisque c'est leur demande. On peut se poser la question de savoir est-ce que l'éducation à la sexualité est suffisante ? La réponse est quand même non. On sait qu'il y a eu beaucoup de points là-dessus, d'alerte dans les établissements scolaires. On peut se demander si l'information en ligne, elle est suffisante, elle est diversifiée. On peut se demander comment faire pour que les plateformes de streaming pornographique respectent la loi, parce que c'est pas le cas actuellement. Normalement, elles devraient s'assurer que les jeunes aient plus de 18 ans. Mais encore une fois, on peut pas avoir les mêmes peurs à l'égard des adolescents. Virginie Sassoon, en entrée d'émission, on a appelé l'émission Ados et réseaux sociaux, mais vous avez parlé aussi des seniors et peut-être une question autour de ça, autour de l'actualité. On voit pas mal de comptes TikTok, je ne sais pas si vous avez suivi ça, d'ados qui font un compte TikTok avec leurs grands-parents, qui les font parler parfois dans un langage Jones. Wesh gros, salut, c'est mon tonton, c'est mon grand-père de 74 ans. Il y a, derrière ces petites blagues, il y a aussi un espèce de lien intergénérationnel et des choses importantes du côté des seniors. Oui, alors je ne sais pas si ces vidéos humoristiques participent forcément au lien intergénérationnel, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces personnes âgées, elles font irruption sur les réseaux comme si elles étaient aussi pareil qu'un enfant dans l'espace public, c'est-à-dire que c'est des sortes d'anomalies qui suscitent l'étonnement et voire l'hilarité sur les réseaux sociaux. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de se dire que, enfin, en tout cas pour les personnes qui sont plus âgées et qui sont effectivement très connectées et qui passent un peu sous les radars de nos préoccupations médiatiques et de ces paniques morales dont parlait Béatrice, c'est de voir qu'est-ce qu'ils font. Enfin, l'éducation média à l'information, c'est toute la vie. Et on crée son premier compte Facebook à 65 ans. On devrait aussi pouvoir bénéficier de conseils adaptés par rapport à nos besoins, accéder à l'information, accéder aux services publics. Donc ça, je crois que c'est un enjeu très fort. Et c'est un peu les oublier, finalement. Et ça raconte aussi quelque chose sur notre société qui pose son focus et sa panique à l'endroit de la désinformation, à l'endroit de l'adolescence, alors qu'en fait, on se rend compte que les jeunes ont globalement bien digéré les discours de prévention publique sur la désinformation, alors que les personnes, leurs grands-parents justement, qui font des vidéos drôles sur TikTok, peut-être un peu moins. En tout cas, on peut responsabiliser les ados à aider peut-être les plus âgés à prendre en main ces réseaux et à découvrir un compte Facebook. Mais c'est intéressant ces phénomènes justement de rétrosocialisation. Justement, si ça peut créer ça, et ça c'est si on sort de la peur, si on est dans le dialogue, dans le partage autour de nos pratiques numériques, justement, il y a plein de choses assez jolies qui peuvent germer. Justement, donc réseaux sociaux comme outils de socialisation, et là on va peut-être parler d'un aspect plus positif. Béatrice Kammerer, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce que ça leur apporte en fait aux jeunes? Qu'est-ce que ça a d'important pour eux? Ça leur permet tout simplement déjà d'interagir avec leurs amis, ce qu'ils adorent. Ce qui est hyper important à l'adolescence, donc de tisser des liens avec leurs amis proches, d'entretenir des liens avec leurs amis avec leurs connaissances un petit peu plus éloignées, voilà, donc de s'inscrire dans leur réseau social au sens propre, pas réseau social numérique, mais le réseau social de leur établissement, comprendre qui est qui, faire des connaissances par rapport à ça. Donc en fait, ça leur permet de devenir adolescents aussi d'une certaine manière, parce que c'est sur ces réseaux sociaux aussi que vont se transmettre les fameux codes de la culture jeune, ceux qui vont permettre de se distancier un petit peu de ce que des goûts que nos parents nous ont transmis, pour essayer de dire voilà, moi je suis pas exactement comme mes parents, moi j'aime aussi ci, moi j'aime aussi ça. Donc en fait c'est un outil d'autonomie. Alors évidemment on peut avoir peur du conformisme, on peut avoir peur de cette culture jeune, ça non plus c'est pas une peur qui date des réseaux sociaux. On peut avoir peur des mauvaises influences. Il y a plein de générations de parents qui ont parlé de ça. Oui, il y a des choses qui sont plus ou moins bonnes à être transmises. Je ne suis pas en train de dire que ce que les jeunes se transmettent, c'est forcément ni super intéressant, ni super intelligent. Il y a aussi des choses beaucoup moins... voilà, pas forcément. Mais bon, on peut aussi les considérer avec calme, dans le dialogue, encore une fois, comme une étape de vie qui permet donc cette différenciation et donc qui va permettre la construction de l'individu, tout simplement. Justement, construction d'individu, il y a aussi toutes ces
ces engagements qui sont favorisés par les réseaux sociaux. En tout cas, j'ai l'impression, on parle beaucoup de sauver la planète, de d'aider, l'extension du domaine des genres, l'égalité filles-garçons. Tout à fait. C'est aussi quelque chose qu'on n'avait pas à notre époque, qui permet à ces vagues d'avoir un peu plus d'impact et aux jeunes de s'engager. Tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on remarque. On a l'impression d'avoir une génération quand même très engagée, très mobilisée, plus militante peut-être que celle de leurs parents. Ça, c'est l'impression qu'on a vue de l'extérieur. Et c'est vrai que les réseaux sociaux ont donné un coup de projecteur en fait sur les engagements des jeunes et ont permis aussi plein de formes d'engagement à minima, c'est-à-dire sans trop d'efforts. C'est facile de liker, c'est facile de partager, c'est pas très engageant, on se met pas beaucoup en danger en faisant ça, et en même temps, on peut un petit peu affirmer qui on est, à quoi on croit au travers de ça. Après, il faut pas complètement être dupe par rapport à ça non plus. Ça reste l'apanage de catégories très favorisées de jeunes, donc c'est pas vraiment, on peut pas vraiment dire qu'il y ait plus de jeunes qui s'engagent, c'est un peu toujours les mêmes, mais c'est vrai qu'on les voit plus, et que parfois ça challenge un peu la société des adultes et c'est pas plus mal. Oui, parce que quand on voit les résultats du dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité sur les jeunes de 16 à 25 ans qui considèrent que la violence peut être une solution légitime en cas de conflit avec une femme, des jeunes hommes, on se dit que voilà, les réseaux sociaux, c'est aussi un miroir un peu grossissant et un petit peu biaisé sur cette génération d'éveillés par rapport à cette question de l'égalité. Tout à fait, oui. Ça fait aussi... j'ai perdu ma question, elle est partie. Voilà. Vous parlez des catégories favorisées. C'est vrai que là, on fait un petit peu comme si tout le monde avait accès aux réseaux sociaux à tout moment, etc. Donc ça rejoint une question. Que faire pour les élèves qui n'ont pas de téléphone et se sentent à l'écart ? Ça existe, des élèves qui n'ont pas de téléphone, Virginie Sassoon Oui, sûrement, ça existe. Et puis parfois, c'est peut-être leur choix. Enfin, on voit le mouvement Logoff là, qui émerge, qui est absolument pas représentatif. Oui, c'est pareil. Mais ça, hein. voilà, des adolescents qui eux-mêmes décident de ne pas avoir de téléphone portable. Et puis à l'autre bout du spectre, il y a ceux qui n'en ont pas parce qu'ils n'en ont pas soit les moyens ou en tout cas pas avoir le téléphone dont ils rêvent. Parce qu'il y a ça aussi, il y a une hiérarchie. Enfin, avoir un téléphone aujourd'hui... tout le monde quasiment peut en avoir un. Après, le dernier smartphone de marque, etc., ça, c'est encore une autre... Après, c'est la question aussi de là où on habite, de l'accès. Voilà. Est-ce que l'établissement scolaire est bien doté en connexion ? Enfin, voilà, il y a tout un tas d'inégalités aussi qui parfois et souvent s'accumulent. Et justement, est-ce que l'établissement scolaire, il a un rôle par rapport à ça ? Est-ce que déjà un enseignant a le droit de travailler sur les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux ? Après, il y a plein d'angles morts dans l'usage des réseaux sociaux, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants qui se sont libérés un peu de tout ça pour essayer d'expérimenter d'un point de vue pédagogique ce qui était possible, et ils se rendent compte que voilà, il y a beaucoup de richesses, et puis ça permet aussi de créer des choses qui sont mobilisatrices pour des élèves qui sont peut-être aussi un peu moins sensibles à une approche, on va dire, classique des savoirs. Et du coup, ça permet aussi de donner du relief à certains projets. Je me rappelle d'une enseignante qui avait créé des profils Facebook de personnages historiques, comme par exemple Marie-Antoinette, et donc il fallait créer tout l'écosystème relationnel autour de ce personnage historique avec qui elle se clash, avec qui elle va avoir des histoires, etc. Et donc ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Ça fait la boucle avec notre premier Parlons pratique, si tu te rappelles, avec un enseignant de français qui travaillait justement dans ce sens-là avec ses élèves. Ouais, Monsieur Lebeau, qui travaille beaucoup avec les réseaux et avec ses élèves. Une question de parents, très, très pratico-pratique. Faut-il obliger ses enfants à nous accepter comme contact sur les réseaux sociaux ou à nous montrer ce qu'ils publient ? Jusqu'à quel âge ? Je comprends qu'il ne faille pas être intrusif, mais on a besoin de savoir ce qu'ils ou elles font, non ? Alors évidemment, l'âge, c'est comme le temps de connexion. C'est pas dans l'absolu. C'est qu'à un moment donné, on doit s'intéresser au degré de maturité de son enfant, comme on prend toutes les autres décisions de sa vie, où on va pas l'envoyer seul sortir chercher du pain si on s'est pas assuré que globalement il y arrivait, qu'il avait 4 ans. Voilà, c'est ça. Donc, faut se garder de donner un âge. Et effectivement, il y a un temps où les parents il faut qu'ils puissent accompagner la création du compte, vérifier que l'enfant maîtrise les paramètres, ce genre de choses. Et puis, il y a un temps pour se retirer et laisser à son enfant son intimité. On peut considérer qu'à partir de 13 ans, qui est un peu l'âge charnière pour l'inscription sur les réseaux sociaux, l'âge légal minimal
officielle pour l'inscription sur les réseaux sociaux, il est temps pour les parents, ils sont censés déjà avoir transmis ce qu'ils doivent transmettre sur le plan de la sécurité, il est temps de se retirer. Donc non, il n'est pas bénéfique de rester ami avec son enfant et encore moins de l'espionner par derrière, ce qui alors pour le coup c'est complètement contre-productif du point de vue de la relation de confiance, ce que malheureusement font encore pas mal de parents. Ils utilisent même certains des logiciels de géolocalisation qu'ils installent sur le téléphone portable de l'enfant pour savoir où est-ce qu'il est, quand est-ce qu'il est bien revenu à l'heure. On peut rappeler quand même que c'est des logiciels qui sont aussi utilisés par les conjoints violents pour surveiller les allées et venues. Donc c'est potentiellement quelque chose d'assez, de très intrusif et très destructeur pour la relation de confiance. Après, si l'adolescent le demande, moi par exemple, ma fille m'a demandé de m'inscrire sur un réseau social que je ne connaissais pas pour justement échanger. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant comme approche. Donc je pense qu'il y a des réseaux sociaux qui se prêtent aussi aux relations familiales, par exemple Facebook. Alors que bon, s'inscrire sur TikTok ou Snapchat pour essayer d'aller espionner son enfant. Bonne chance. Voilà. Mais voilà, les réseaux sociaux ont ça de bon aussi qui peuvent relier, surtout si on a des familles qui sont un peu éclaté partout dans le monde. On l'a vu beaucoup pendant le confinement. Il y avait des groupes Facebook ou des groupes WhatsApp qui permettaient de créer du lien et d'échanger des photos et se tenir au courant de l'actualité de la famille. On peut peut-être ajouter aussi qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent de jongler en fait, entre différents niveaux d'intimité. C'est-à-dire on peut très bien être en relation avec une personne, mais pas lui montrer tout, et entre relation avec d'autres personnes avec qui on va partager plus de choses. Et ces paramètres-là, en fait, les ados sont assez bons pour le coup là-dessus, parce qu'en fait, ils sont très inquiets justement de maîtriser qu'est-ce que vont voir ou non leurs amis. Et donc voilà, c'est quand même intéressant de sortir aussi de cette dichotomie ami, pas ami. On a abordé beaucoup de choses. J'espère qu'on a répondu aux questions que pouvaient se poser nos auditeurs, auditrices sur les réseaux, notamment. Alors, sur les réseaux sociaux, on parle d'influenceurs. Nous, on parle plutôt d'inspiration. C'est le temps auquel on arrive maintenant. Alors, je vous demande à chacune une inspiration que vous aimeriez partager autour de cette question. Ça peut être un petit peu connexe. Je commence par vous, Virginie. Alors moi, j'ai vu un prof, je ne connais pas son nom, parce qu'il se fait appeler prof numérique sur Twitter. Et il a demandé à ses élèves en classe de créer une affiche de prévention sur l'usage des réseaux sociaux du temps d'écran pour les parents. Et donc, les enfants ramènent à la maison, justement, cette petite affiche de prévention. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant et que ça faisait bien lien avec ce qu'on s'est dit sur l'enjeu de la coéducation et sur cette complémentarité, en fait, et ce dialogue et cette alliance dont tu parlais tout à l'heure entre l'école, les parents. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé de ça, mais effectivement, les parents sont quand même beaucoup aussi sur leur téléphone et le temps d'écran des parents, c'est quand même un gros problème. Statistiquement, les adultes sont bien plus sur les outils numériques que les enfants. Mais parce que nous, on travaille. Ah, j'ai la même expérience. C'est ça, effectivement. Béatrice, de votre côté, une inspiration ? Oui, alors moi j'avais envie de parler du festival Super Demain qui est porté par l'association Fréquence École, qui est donc un événement annuel lyonnais et qui est vraiment intéressant parce qu'il propose à la fois de s'expérimenter, de se questionner sur les technologies numériques, les technologies aussi de demain, mais sans nier les problèmes que ça peut poser, les enjeux que ça peut soulever, et en même temps en y allant avec joie, avec empowerment, avec plein de choses positives, notamment je me souviens d'ateliers de rétro gaming, donc qui proposent des vieilles consoles, et donc les parents jouent avec les enfants et leur présentent les jeux qui ont peuplé leur enfance pour que les enfants après à leur tour puissent faire découvrir aux parents ces jeux-là et créer une culture du collectif autour de cette culture vidéoludique. Donc je trouve que c'est vraiment super intéressant. Et s'il y a 10 secondes encore, la Bien campagne sûr. De sensibilisation du CLEMI, les écrans, apprendre à s'en servir pour ne pas les subir. Donc il y a des podcasts, il y a plein de conseils, de petits articles que vous pouvez trouver sur le site du CLEMI. Ouais, on va retrouver toutes ces références et notamment toutes les ressources du CLEMI sur les notes qui vont accompagner l'émission. Et je rappelle aussi la sortie fin mars de votre livre, Béatrice Kammerer, Nos ados sur les réseaux sociaux, même pas peur. Il y a beaucoup de conseils pratiques, c'est vraiment super bien fait. Il y a des petits dessins humoristiques, donc ça se lit vraiment tout seul. On l'a lu en avant-première puisqu'il ne sort pas avant fin mars. Le mieux, pour être sûr de ne pas le manquer, c'est de s'abonner à la newsletter ou aux réseaux sociaux de Réseau Canopé. Et donc pour conclure cette émission, merci à toutes les deux d'y avoir participé, à apporter vos éclairages à ces questions
qui font peur pour de vrai. Et l'idée, c'est que ce soit justement pas paralysant et qu'on se pose des questions. Si je devais résumer en une phrase, j'ai l'impression, parlez aux élèves, parlez à vos ados ou laissez-les vous parler. C'est peut-être ça une des premières clés qui a l'air banale, mais pas tant que ça finalement. Oui, tout à fait. C'est vraiment le message important. Merci à toutes les deux. Merci. Ados et réseaux sociaux, et si on avait tout faux, un épisode Parlons Pratique préparé et animé par Régis Forgione. Et Hélène Audard. Montage et mixage. Simon Gattegno. Coordination de production. Luc Taramini, Hervé Thury et Magali Devance. Directrice de publication. Marie-Caroline Missire. N'oubliez pas de nous retrouver sur votre plateforme de podcast préférée ou sur extraclasse.réseau-canopé.fr où vous pourrez écouter et réécouter tous les épisodes dès leur sortie. Une production Réseau Canopé 2023.